Comme vous le savez, la séance de ce matin a pour but d'informer les cadres du parti des résultats de la conférence de Addis Abeba, conférence sur laquelle, grâce au compte-rendu public qui a été fait le premier de ce mois au stade Mamadou Konaté, vous avez été mis au courant de tout le travail et de toutes les décisions prises. Votre convocation a pour nous la signification suivante: vous mettre au courant des décisions dans tous les détails, afin qu'en toute connaissance de cause, nous mettions en pratique les tâches qui découlent de notre engagement à Addis Abeba. Et comme vous le savez, notre parti a pour tradition de respecter intégralement tous ses engagements. Or, comme vous le savez, à Addis Abeba, des décisions très importantes ont été prises pour la libération totale de notre continent, non seulement du colonialisme, mais de toutes ses séquelles. Nous vous demandons donc de suivre avec le maximum d'attention l'exposé que notre camarade secrétaire général, le camarade Modibo Keïta, va avoir à vous faire tout de suite. C'est un rapport extrêmement important et les jours, les heures que nous allons vivre désormais vont être des jours ardents, des heures décisives, afin que l'Afrique puisse aller comme un seul homme vers sa véritable destinée. Chers camarades, pour la deuxième fois cette année, la direction nationale du parti que vous avez mise en place à l'issue des travaux du 6e congrès de l'Union soudanaise RDA vous convoque à une conférence nationale des cadres qui, après le congrès, constitue la plus haute instance du parti. Cette rencontre, vous le savez, intervient après celle d'Addis Abeba, dont les résultats des travaux sont apparus d'une extrême importance aux yeux de votre bureau politique national. Vous êtes invités ici à en prendre connaissance, à en faire l'étude critique, à en tirer les leçons objectivement et à dégager les mesures pratiques immédiatement applicables par une répartition juste des tâches, une définition claire des responsabilités. Il est essentiel que des travaux qui vont se dérouler sortent en définitive des décisions conformes aux traditions de courage, de fermeté, de détermination et de maturité politique qui, au-delà de nos frontières comme à travers les continents, ont fait l'honneur de notre peuple, la renommée de notre pays. Si la conférence nationale des cadres de l'Union soudanaise RDA du 15 mars 1963 avait pour objectif d'examiner le problème bien particulier des rapports Mali-Sénégal, celle d'aujourd'hui devra embrasser l'ensemble de nos relations avec les pays africains, quel que soit leur statut juridique, c'est-à-dire en définitive les problèmes de la libération et de l'unité africaine. Un parti organisé comme le nôtre, démocratique, qui a au surplus l'avantage inestimable de 17 années d'expérience politique, ne peut se permettre d'aborder une telle discussion sans se référer à une doctrine en la matière. L'Union soudanaise est apparue dès sa naissance comme une partie intégrante d'un ensemble africain. Elle était statutairement et effectivement une section du Rassemblement démocratique africain.
Née dans l'unité, elle a grandi dans ce même cadre, pour la défense duquel elle n'a reculé devant aucun sacrifice. Il ne sert à rien d'énumérer ici les batailles livrées en faveur de l'unité africaine au sein du mouvement, encore moins les efforts vains pour l'institution d'un exécutif fédéral en 1957, pour la rencontre des partis politiques africains en juillet 1958, pour la constitution d'une fédération primaire après le référendum du 28 septembre 1958. Le 30 décembre 1958, notre parti décidait, au nom de l'unité africaine, de rompre ses liens avec le RDA, pour les mêmes raisons. Pour la fidélité au même idéal, notre parti décidait le même jour de constituer, avec d'autres États frères, une fédération. Le monde sait le reste, y compris les événements qui ont conduit notre parti à tracer, au cours du congrès mémorable du 22 septembre 1960 et dans les autres congrès, ce que l'on peut considérer comme notre doctrine en la matière. L'Afrique, à la veille de la conférence d'Addis Abeba, présente une mosaïque d'États de formes constitutionnelles différentes, de conceptions économiques également différentes, sinon opposées, où se dressent côte à côte les tendances socialistes et les bourgeoisies nationales, la planification socialiste et la libre entreprise, le non-alignement et l'allégeance vis-à-vis d'un bloc, l'indépendance réelle et l'indépendance nominale, le parti de masse organisé et la politique personnelle d'un homme ou d'un groupe d'hommes, des armées nationales populaires et des bases militaires de l'ancien pays colonisateur, le pouvoir économique établi jusqu'y compris les monnaies nationales avoisine avec la mainmise du colonisateur sur l'économie de l'ancienne colonie. Comment enfin effacer en un seul coup de pinceau, de manière définitive, les contradictions entre les anciens colonisateurs dont les dissensions étaient trop souvent partagées par des dirigeants d'anciens territoires, affectant ainsi les rapports entre États africains? Ce sont là les questions auxquelles notre délégation était appelée à répondre à Addis Abeba, au même titre que chaque État participant, avec la volonté de créer les bases d'une coopération interafricaine. Notre frère, le président Nkrumah, aura eu le mérite inestimable d'analyser la conjoncture actuelle en Afrique face à l'unité. Ce que l'on a appelé la thèse ghanéenne procède d'une analyse précieuse de la situation de l'Afrique. En effet, l'oppression par le colonialisme virulent et raciste dans les territoires dépendants, le maintien intégral des structures politiques coloniales, économiques, sociales et culturelles dans bien des États indépendants, la décolonisation qui demeure encore partielle dans la presque totalité des États, l'influence réelle que les anciens occupants continuent de s'assurer sur des hommes à tous les niveaux, dans des rouages de l'administration et de l'économie, sinon sur les consciences elles-mêmes. Tout cela apporte la preuve que l'Afrique actuelle continue d'être dominée par une mainmise de l'impérialisme. Ce sera le mérite du président Nkrumah d'avoir mis en lumière cette conjoncture. La conclusion à en tirer selon la même thèse est la nécessité de mettre en place une union politique africaine avec un gouvernement unique, un parlement fédéral, une défense commune, une diplomatie commune, une planification de l'économie à l'échelle du continent. Sur le plan économique, il ne se trouvait pas à Addis Abeba un seul chef de gouvernement qui ne soit pas convaincu de l'impossibilité dans laquelle se trouve son pays de parvenir seul à une économie moderne.
C'est au travers de ce prisme qu'une large majorité envisageait le problème de l'unité et s'attachait à créer les conditions favorables aux investissements étrangers, zone économique large, marché suffisant pour justifier l'installation et le rendement minimum d'une entreprise, facilité de transfert de bénéfices, libre circulation des monnaies et des capitaux, etc. Vous avez compris pourquoi les mots d'ordre, tels que celui de marché commun africain, trouvaient leur chantre auprès des asservisseurs économiques et réunissent si curieusement autour d'eux l'unanimité, les révolutionnaires et les impérialistes. Parce qu'à travers ce vocable, qui exprime le sentiment profond et hautement patriotique de l'Union soudanaise RDA, à travers ce slogan qui fut l'une des causes profondes de l'éclatement de la Fédération du Mali, avec ce mot d'ordre anti-impérialiste, par essence, les impérialistes traduisent leurs souhaits intimes. Les mêmes mots qui s'inscrivent en termes de liberté et d'indépendance économique sont aujourd'hui aussi synonyme de néocolonialisme et de dépendance. D'autre part, votre délégation eut la peine d'enregistrer que par une conjoncture curieuse que vous connaissez maintenant, les protagonistes de l'union politique totale agissaient objectivement dans le même sens que celui souhaité par les adversaires de l'unité africaine. Mieux, les uns et les autres comprenaient la mise en commun des moyens, comme la fusion des différents comités spécialisés mis en place par la charte de Casablanca et la charte de Monrovia. De tels arguments apparaissent difficiles à combattre sans paraître anti-unistes. D'autre part, une certaine prévention était entretenue contre le Mali sectaire, extrémiste. C'est ce qu'a compris votre délégation et votre ministre délégué aux Affaires étrangères dut, dès l'ouverture des débats, faire une déclaration d'intention pour affirmer notre volonté de coopération sans restriction aucune et notre détermination à aboutir à des résultats, quels que soient les sacrifices. Tout au long de la conférence, ont surgi un certain nombre de problèmes au sujet desquels les opinions s'affrontaient dans la passion. Plus que les conflits somalo-éthiopiens, Maroc, Mauritanie, Nigeria, Ghana, c'est autour du problème togolais que les ministres des Affaires étrangères d'abord, les chefs d'État ensuite, eurent à s'affronter. Pour les opposants à la présence du gouvernement actuel du Togo, admettre une délégation de ce pays reviendrait à cautionner le recours à l'assassinat politique et à encourager la subversion. Par contre, les tenants de la thèse favorable s'appuient sur un argument juridique, à savoir que la rencontre est une conférence dite des États indépendants d'Afrique. Le Togo, répondant à cette qualité d'État indépendant, son gouvernement ne saurait être invité, mais participant de droit, au même titre que les autres. Sa présence ou son absence dépendent de sa seule initiative. Votre délégation, abordant le problème sous l'angle de la subversion, releva avec justesse le silence qui entoura les attentats perpétrés contre le président du Ghana, silence qui ne contribua guère à décourager le recours à l'assassinat politique. Sur la question précisément posée, le Mali engagea la conférence à laisser à chaque État le soin de tirer les leçons de la situation nouvelle créée au Togo avec le référendum et la mise en place d'un gouvernement et d'une assemblée élue. J'ai mentionné tout à l'heure comment la délégation malienne avait mis en souffrance, plutôt en confiance, nos autres partenaires. Ceux-ci eurent à s'en ouvrir à nous. Il a été constaté ainsi
une certaine méfiance des pays dits noirs envers les États arabes. Méfiance qui a trouvé son expression dans l'indifférence vis-à-vis de l'institution de l'arabe comme langue officielle et aussi par l'appel lancé par certaines délégations demandant aux États arabes de se définir entre l'africanisme et l'arabisme. D'autre part, l'absence du roi du Maroc a été vivement commentée. La vérité est que ce pays frère était représenté par une délégation qui a participé à tous les travaux. Malheureusement, elle n'était pas munie de pouvoir de signature. Il y a lieu de penser que dans un proche avenir, le Maroc demandera son adhésion conformément aux stipulations de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est dans ce contexte général que se déroulèrent les travaux de la conférence préparatoire des ministres des Affaires étrangères où à chaque instant apparaissaient les contradictions entre les thèses. La délégation malienne eut particulièrement la grande satisfaction d'occuper une position privilégiée. Aucune proposition, si avancée soit-elle dans le sens de la libération effective du continent, n'entrait en contradiction avec notre politique ou nos déclarations. Bien au contraire. Tel ne fut pas le cas de certains États pour lesquels, sur le plan politique ou économique, la formule de coopération ou même d'harmonisation se traduisait en termes de décolonisation précipitée et hasardeuse, ou même quelquefois correspondait à des mots d'ordre de l'opposition intérieure. C'est sur la base de toutes ces données que les chefs de délégation, dans leur majorité, rejetaient le principe d'une charte. En cela, ils rejoignaient les défenseurs de l'unité totale, dont la position pourrait se résumer par la formule tout ou rien. Faire des déclarations générales sur les divers problèmes dans l'irresponsabilité, sur le plan politique, en suivant et même paraphrasant les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, procéder sur le plan économique à une harmonisation d'ordre technique et donner une illusion d'unité suffisante pour faciliter l'intervention des capitaux étrangers, sans toutefois affecter en rien les privilèges consentis ou maintenus et tirer un profit politique à exploiter devant son peuple pour se maintenir, tel était le but assigné à la conférence et qui explique l'opinion de certains observateurs qui ne semblaient rien attendre de ce forum. Cet exposé pécherait par omission si je ne mentionnais les ambitions des uns et des autres, le désir de paraître comme le leader de la conférence et les prétentions à peine voilées au poste du secrétariat général de la charte non encore créé. Votre délégation a, comme de coutume, ignoré de telles préoccupations pour porter ses efforts vers la construction d'un ensemble solide. Dans ce sens, grâce aux nombreux contacts qui furent pris, elle parvint à dégager une ligne d'action positive en utilisant au mieux les matériaux du terrain. N'ayant de conflit avec aucun État, ayant au contraire pratiqué une politique constante de coopération, étant une nation indépendante aux yeux de tous et au surplus, ne briguant aucun poste, le Mali était bien placé pour devenir le pivot de la rencontre. En analysant le contexte longuement exposé plus haut, compte tenu de l'exigence persistante des peuples africains pour la libération du continent, les chefs d'État ont à l'unanimité condamné le colonialisme. La délégation de la République du Mali a estimé devoir œuvrer de manière à traduire concrètement ses prises de position dans un sens plus positif qui correspondait en fait aux sentiments intimes de chacun
insufflant ainsi, par voie de conséquence, un contenu dynamique à tous les organes de coordination et à toutes les résolutions. Votre délégation a eu également l'occasion de donner ses vues sur le problème des patriotes en exil dans d'autres pays africains et que d'autres délégations appelaient les éléments subversifs. Nous avons courageusement rappelé cette position fondamentale de notre parti, selon laquelle l'unité africaine passe d'abord par l'unité nationale. Et nous avons insisté auprès de certains chefs africains pour qu'ils facilitent le retour au foyer de l'opposition fixée à l'extérieur. Dans le même sens, la délégation malienne a mis l'accent à plusieurs reprises sur le problème de la coopération des organisations populaires, syndicats, femmes, jeunes, sur la base de la désaffiliation à toute organisation internationale non africaine. Nos efforts se sont heurtés aux réalités de certains pays où souvent seule l'opposition est organisée et où l'unité nationale reste encore un objectif à long terme. Aussi, s'il est vrai que cette coopération est un élément déterminant de l'unité africaine, il est nécessaire que vous examiniez ici même les voies et moyens de réaliser cet objectif, qui conditionne en définitive le succès de l'organisation de l'unité africaine. Faute de quoi, la conférence d'Addis Abeba n'aura servi qu'à garantir certains dirigeants auprès de leur peuple. Dans l'ensemble, les décisions prises correspondent point par point à nos positions. Dans la résolution sur la décolonisation, les chefs d'État réunis à Addis Abeba réaffirment avec l'Union soudanaise RDA que tous les États africains ont le devoir d'appuyer dans leur lutte pour la liberté et l'indépendance des peuples d'Afrique qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance, et ils se sont déclarés unanimement convaincus de l'impérieuse et urgente nécessité d'intensifier les efforts des États membres en vue d'accélérer l'accession inconditionnelle à l'indépendance nationale de tous les territoires africains encore sous domination étrangère. Dans ce sens, la conférence d'Addis Abeba décide la rupture des relations diplomatiques et consulaires entre tous les États africains d'une part et les gouvernements du Portugal et de l'Afrique du Sud d'autre part. L'interdiction des importations de marchandises en provenance de ces deux pays, l'interdiction des ports et aérodromes africains à leurs bateaux et avions, l'interdiction du survol des territoires africains par les avions de ces deux pays. Elle décide d'intervenir expressément auprès des grandes puissances pour que celles-ci cessent d'accorder, sans aucune exception, directement ou indirectement, tout appui ou assistance à tous les gouvernements colonialistes. La conférence annonce aux alliés des puissances coloniales qu'ils doivent choisir entre leur amitié et leur soutien aux puissances qui oppriment. Les chefs d'État ont décidé l'envoi d'une délégation de ministres des Affaires étrangères pour prendre la parole au nom de tous les États africains devant le Conseil de sécurité, appelé à examiner le rapport du comité des 24 de l'ONU sur la situation existante dans les territoires africains sous domination portugaise. Enfin et surtout, la conférence accueille sur les territoires respectifs des États indépendants d'Afrique les nationalistes des mouvements de libération pour assurer leur formation dans tous les domaines. Elle décide de favoriser au niveau de chaque État le transit du matériel destiné au mouvement de libération, la création de volontaires dans divers domaines afin de fournir au mouvement africain de libération nationale l'assistance nécessaire. En vue d'appliquer ces décisions, la conférence a institué un comité de coordination siégeant à Dar es Salaam,
et un fonds spécial d'aide auquel, dès aujourd'hui, les États africains doivent souscrire selon leurs possibilités. La journée du 25 mai a été instituée comme journée annuelle de l'Afrique à compter de 1964. Mais cette année, cette fête sera célébrée le jour de l'ouverture de la session de l'ONU. Des mesures analogues et de la même rigueur ont été arrêtées pour mettre fin à la discrimination raciale en Afrique du Sud, sur lesquelles vous avez été amplement informés. Les chefs d'État se sont longuement penchés par ailleurs sur la situation inéquitable faite à l'Afrique dans les réunions, dans les relations et les organisations internationales et ont décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équité. C'est dans ce sens qu'un groupe africain plus efficace sera constitué à l'ONU en vue d'harmoniser les efforts sans préjudice de la collaboration au sein du groupe afro-asiatique. D'autre part, les États africains ont décidé de tout mettre en œuvre pour que l'Afrique devienne réellement une zone dénucléarisée, que par ailleurs soit mis un terme définitif à l'occupation militaire du continent par l'élimination des bases militaires étrangères et l'interdiction des expériences nucléaires. Les chefs d'État ont décidé de militer ardemment en faveur de la destruction des armes nucléaires existantes, de la réduction des armes classiques, de la fin de la course aux armements et de la signature d'un traité de désarmement général et complet. Enfin, dans le domaine de la coopération, un comité économique provisoire étudiera les possibilités de créer une Union africaine de paiement, une zone monétaire africaine, une zone de libre-échange, une harmonisation commune des plans de développement, un tarif extérieur commun pour protéger les industries naissantes, les moyens de développer les échanges commerciaux interafricains, la coordination des moyens de transport, les échanges commerciaux internationaux dans le sens d'une restructuration de ceux-ci. Ce comité, essentiellement technique, travaillera en collaboration avec les États et avec la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique à dégager une étude technique qui sera utile aux États africains. Voilà pour ce qui concerne les résolutions. Les chefs d'État ont adopté la charte créant l'Organisation de l'Unité africaine qui, le 6 juin 1963, a reçu l'approbation enthousiaste et unanime de notre Assemblée nationale. La charte compte aujourd'hui 4 institutions légales. La conférence des chefs d'État, qui se réunit au moins une fois par an, qui est l'organe suprême de la charte. Elle est l'organisme de direction de l'organisation. Le Conseil des ministres, constitué par les ministres des Affaires étrangères, responsable devant la conférence des chefs d'État. Il tient ses sessions 2 fois par an et a pour mission de mettre en œuvre la coopération interafricaine selon les directives de la conférence des chefs d'État. Un secrétariat administratif a été créé, assuré provisoirement par l'Éthiopie, entouré de plusieurs secrétaires généraux adjoints. Enfin, la charte prévoit une commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage. En outre, sont créées les commissions spécialisées suivantes: la commission économique et sociale, la commission de l'éducation et de la culture, la commission de la santé, de l'hygiène et de la nutrition, la commission de la défense, la commission scientifique, technique et de la recherche. Chacune de ces commissions, dont la liste n'est pas définitivement close, est composée des ministres compétents ou de tous autres ministres ou plénipotentiaires mandatés à cet effet par leur gouvernement. Chers camarades, nul ne peut nier le caractère encourageant de ces résultats. Il demeure que c'est dans leur application que nous donnerons la preuve de notre capacité politique afin que les décisions arrêtées soient appliquées par tous. Les résolutions sont à honorer
Dans tous les domaines de la vie nationale, le Mali doit étudier sa participation active à ces institutions nouvelles et dresser un programme concret d'action. Addis Abeba a adressé l'acte de décès des chartes de Casablanca et de Monrovia. En même temps, restent ouvertes les perspectives de regroupement primaire économique, essentiellement économique, sur la base régionale. Chers camarades, notre comportement a été guidé par le souci constant de réaliser une base minimum d'entente sur les problèmes africains actuels. Votre délégation a estimé dans ce cadre que la liquidation totale et effective du colonialisme devrait être la pierre angulaire de l'organisation de l'unité africaine. C'est dans ce cadre que se placent nos interventions. La plupart des délégations étant préoccupées par d'autres problèmes, le président du Mali a accordé, entre autres questions, l'attention voulue à la désignation des comités. Il a proposé que le secrétariat général soit assuré provisoirement par l'Éthiopie avec siège à Addis Abeba. Les fonctionnaires entourant le secrétaire général seront à désigner sur proposition camerounaise par l'ARO, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Congo-Brazzaville et l'Ouganda. Le comité de coordination de l'aide aux nationalistes a été composé sur notre proposition des États frontaliers et des pays dynamiques engagés sur ce plan. Ce sont l'Éthiopie, l'Aro, l'Algérie, le Tanganyika, l'Ouganda, le Congo-Léopoldville, le Sénégal, la Guinée, le Nigeria. Le siège en est fixé à Dar es Salaam. Mon devoir m'impose d'indiquer ici que la conférence a noté avec admiration la constance avec laquelle le président du Mali avait systématiquement écarté notre pays de toutes ses représentations. Chers camarades, il était de mon devoir de rendre compte du déroulement de la conférence. Vous connaissez les résolutions votées, vous avez étudié la charte signée. Il est maintenant venu le moment d'examiner les résultats à la lumière des positions qui ont été définies par le parti. Dans sa résolution politique, le Congrès extraordinaire du 22 septembre 1960 maintient son option fondamentale pour l'unité africaine, déclare ne plus participer à aucune construction politique dans l'équivoque et exige désormais de la clarté dans les positions de nos partenaires éventuels. Notre 6e congrès stipule: le Congrès, considérant que l'Union soudanaise RDA est un parti révolutionnaire, fermement engagé dans la lutte contre le colonialisme, l'impérialisme et le néocolonialisme, confirme son soutien inconditionnel à la lutte des peuples en voie de libération, estimant sans analyse préalable et dans n'importe quelle perspective que ces luttes sont justes parce qu'elles tendent au rétablissement de leurs droits légitimes. Considérant que l'unité africaine est un impératif pour assurer la consolidation de l'indépendance des États africains et leur développement économique harmonieux et rapide, le Congrès réaffirme son option fondamentale en faveur de l'unité africaine. Condamne toutes les guerres impérialistes, les essais nucléaires, la fabrication des armes nucléaires et thermonucléaires, la présence des bases militaires étrangères et lance un appel pressant pour un désarmement général et complet, condition réelle de la coexistence pacifique entre tous les peuples. Telles sont les grandes lignes de notre doctrine en matière de politique africaine, doctrine que vous avez élaborée vous-même dans vos congrès et conférences et dont vous aviez confié l'application à la direction politique nationale. Informé désormais du déroulement de la conférence, il vous appartient de porter un jugement objectif sur ce qui a été réalisé, en confrontant les résultats avec les principes de notre parti, avec les options de notre peuple et à travers les intérêts de l'Afrique et de la paix. Je ne veux point préjuger de la décision souveraine et irrévocable qui vous revient et qui sera exécutée scrupuleusement, mais un fait certain. Chers camarades,
Ce que le parti vous soumet aujourd'hui, c'est une organisation de l'unité africaine mobilisée contre le colonialisme, contre le néocolonialisme. C'est un ensemble africain basé sur le non-alignement. C'est enfin une coopération assurée par des comités techniques placés sous la direction politique des ministres des Affaires étrangères. C'est une Afrique consciente et militante, appelée à peser dès aujourd'hui sur la vie des nations du monde. Cela est incontestable, ce qui permet d'affirmer sans hésitation que le succès de l'Afrique réside dans l'application intégrale de toutes les décisions arrêtées. C'est ici que la direction nationale requiert toute votre attention. Le moment est venu de dire à la face du monde si nous sommes bien des Africains conscients, des militants engagés. Chers camarades, les décisions d'Addis Abeba sont d'une extrême gravité. Bien des pays africains, en effet, devront faire face à des tâches pour lesquelles ils n'étaient pas suffisamment préparés. Mais les résolutions prises le 25 mai 1963 ne nous épargnent pas non plus. Aujourd'hui, il faut des volontaires pour libérer l'Afrique. Le gouvernement s'est retourné vers le parti. Le parti, à travers vous, a décidé de s'en remettre au peuple. Nous voilà invités publiquement à inscrire dans les faits ce que depuis 1946, nous n'avons cessé de clamer. Camarades, l'histoire nous intime aujourd'hui de joindre le geste à la parole, de démasquer les phraseurs creux. Militants de l'Union soudanaise RDA, le choix nous est donné de nous inscrire au tableau d'honneur des patriotes sincères ou alors sur la lignée bien triste des timorés et des profiteurs. Une telle action extérieure n'est possible que si à l'intérieur les problèmes trouvent leur juste solution dans le cadre du parti. Voilà posé le vrai problème. C'est ici que chacun d'entre nous doit faire un examen critique de son action de militant, mesurer honnêtement son degré de conscience politique, sa responsabilité individuelle. Il est du devoir de chacun de se demander s'il a pleinement joué son rôle dans l'élévation de la conscience politique des militants qui nous ont fait confiance. Si effectivement nous sommes demeurés les gardiens vigilants de l'unité nationale, les défenseurs intransigeants de notre option socialiste. Cette critique objective, sévère, qui doit assurer une amélioration réelle de la capacité politique et à laquelle vous aurez le courage de procéder, est la garante du succès et de l'efficacité de l'action du Mali dans l'organisation de l'unité africaine. L'occasion également exige un examen de notre politique africaine extérieure. Dans les combats que livreront les États frères voisins, notre attitude sera un élément important. Une coopération encore plus fraternelle, entretenue par des contacts fréquents et cordiaux, sera pour eux, comme pour nous, le garant du succès de l'Afrique. De telles perspectives devraient suffire à mettre un terme à toutes les négligences et au laisser-aller. Il faut redoubler de vigilance pour déceler, dénoncer et neutraliser les ennemis du parti du peuple, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur. La République du Mali sera l'une des premières cibles de ceux qui ne peuvent se faire à l'idée d'une Afrique maîtresse de son destin, qui savent aussi que les Maliens sont des hommes d'action et ne se satisfont pas de slogans publicitaires, de déclarations fracassantes sans lendemain. Appliquer les décisions prises à Addis Abeba, cela doit signifier pour chacun de nous que le Mali s'engage dans un combat juste parce qu'il est de libération et pour la conquête de la dignité. Cela signifie que nous épousons une cause sacrée, celle de l'indépendance réelle,
celle de l'unité, celle enfin qui de tout temps est demeurée et demeurera toujours la cause de l'Union soudanaise RDA. Chers camarades, voilà les faits qui sont soumis à votre étude. Il vous revient, avant de sortir d'ici, de dégager des décisions pratiques, mais claires et précises, que votre direction nationale s'emploiera, comme par le passé, à appliquer fermement pour l'honneur et la dignité de notre peuple. Vive l'Union soudanaise RDA. Vive l'Union soudanaise RDA, vive le Mali, vive l'Afrique libre et unie. La conférence nationale des cadres de l'Union soudanaise RDA, réunie à Bamako le 9 juin 1963 à la permanence du parti. Après audition et analyse du rapport présenté par le camarade secrétaire général sur les travaux de la conférence des chefs d'État et de gouvernements africains, réunie à Addis Abeba du 22 au 25 mai 1963, considérant que, dans sa résolution politique, le congrès extraordinaire du 22 septembre 1960 de notre parti maintient l'option fondamentale de l'Union soudanaise RDA pour l'unité africaine, déclare ne plus participer à aucune construction politique dans l'équivoque et exige désormais de la clarté dans les positions de nos partenaires. Considérant que le 6e congrès stipule que l'Union soudanaise RDA est un parti révolutionnaire fermement engagé dans la lutte contre le colonialisme, l'impérialisme et le néocolonialisme, qu'il confirme son soutien inconditionnel à la lutte des peuples en voie de libération, estimant, sans analyse préalable et dans n'importe quelle perspective, que ces luttes sont justes parce qu'elles tendent au rétablissement de leurs droits légitimes, qu'il considère que l'unité africaine est un impératif pour assurer la consolidation de l'indépendance des États africains et leur développement économique harmonieux et rapide, et qu'en conséquence, il condamne toutes les guerres impérialistes, les essais nucléaires, la fabrication des armes nucléaires et thermonucléaires, la présence des bases militaires étrangères, et lance un appel pressant pour un désarmement général et complet, condition réelle de la coexistence pacifique entre les peuples. Considérant également que la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, l'application d'une politique ferme de non-alignement et la coopération avec tous les pays du monde en général et les États africains en particulier constituent les principes fondamentaux de notre politique africaine et internationale. La conférence approuve sans réserve le rapport présenté par le camarade secrétaire général. La conférence affirme que la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, les résolutions sur la décolonisation, sur l'apartheid et la discrimination raciale, sur le désarmement général, sur la coopération économique et sur la politique internationale africaine correspondent aux idéaux de notre parti, aux options de notre peuple et aux intérêts de l'Afrique et de la paix. La conférence félicite chaleureusement la délégation malienne conduite par le camarade secrétaire général Modibo Keïta pour sa participation active et efficace aux travaux de la conférence des chefs d'État et de gouvernements africains réunis à Addis Abeba. La conférence fait sienne les résolutions adoptées à Addis Abeba et salue le vote unanime et enthousiaste de l'Assemblée nationale
autorisant le gouvernement de la République du Mali à ratifier la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Considérant l'impérieuse nécessité de défendre l'option socialiste irréversible de tout notre peuple et de poursuivre la révolution malienne entreprise dans ce sens, considérant que la libération et l'unité de l'Afrique exigent de notre peuple des tâches nouvelles pour créer les conditions objectives de succès, considérant que le caractère révolutionnaire de l'Union soudanaise RDA réside dans l'affirmation sans équivoque de ses positions, le dynamisme dans l'action et la constante fidélité aux engagements souscrits. La conférence souligne l'engagement total du peuple du Mali tout entier pour le soutien sans réserve à la politique intérieure et extérieure du parti et du gouvernement, dans la défense de notre option socialiste, la libération totale et l'unité de l'Afrique. Constate que la réunion d'Addis Abeba a dressé l'acte de décès des chartes de Casablanca et de Lagos en laissant ouvertes les perspectives de regroupement primaire, essentiellement économique, sur la base régionale. Donne mandat à la direction nationale du parti et au gouvernement de combattre et de prévenir la subversion et l'assassinat politique en favorisant le dialogue entre patriotes en exil et le gouvernement de leur pays afin de réaliser l'unité nationale, base de raffermissement de l'unité africaine, de multiplier les contacts entre États africains et entre les organisations populaires de jeunes, de femmes, de syndicats, de souscrire sans délai au Fonds spécial de soutien aux nationalistes africains en lutte pour la libération nationale des pays encore sous domination étrangère, d'assurer l'aide militaire aux forces nationalistes par la levée immédiate d'un contingent de volontaires maliens pour grossir les armées de libération nationale dans les pays africains colonisés, de créer des camps d'entraînement pour les combattants des mouvements de libération nationale, d'assurer le transit du matériel et de l'équipement militaire destiné au mouvement de libération, d'appliquer sans restriction toutes les mesures de boycottage et d'interdiction décidées à Addis Abeba contre le gouvernement fasciste du Portugal et le gouvernement raciste de l'Afrique du Sud. La conférence engage tous les responsables à renforcer les organisations de base du parti pour élever la conscience politique des militants à tous les niveaux. Engage tous les responsables, tous les militants à redoubler de vigilance pour déjouer toutes les manœuvres possibles des forces impérialistes et de leurs agents. Invite instamment tous les militants et militantes à assurer et à perfectionner leur formation idéologique et technique avec une conscience plus aiguë de leurs responsabilités. Engage tous les responsables de section à organiser de façon permanente des cours populaires d'éducation idéologique et de formation professionnelle. La conférence, prenant acte de la détermination enthousiaste de tous les délégués de tout mettre en œuvre pour une application intégrale et révolutionnaire de toutes les décisions issues de la conférence d'Addis Abeba, invite le bureau politique national à veiller scrupuleusement au respect des stipulations de la présente résolution. Faite à Bamako le 9 juin 1963, la conférence.